José María Enríquez Negreira, pendant 25 ans, a été vice-président du comité technique des arbitres et le bras droit de Sánchez Armiño. Un homme dans l'ombre, un pouvoir silencieux, que beaucoup préfèrent ne pas dévoiler. Dans ce documentaire découpé en 8 chapitres, on va revenir sur ce qu'on a essayé de cacher. Negreira ne pesait pas seulement sur les décisions de montée et de descente, il avait aussi son influence, sa voix et son pouvoir dans les désignations arbitrales. Celui qui a touché des millions du FC Barcelone tout en restant en activité a été nommé vice-président du comité technique des arbitres. Le 15 mars 1993, par Ángel María Villar. Sánchez Armiño prenait la tête du CT. Ce que peu de médias ont révélé, c'est qu'en plus de son poste de vice-président, Negreira entrait ce jour-là au comité des désignations aux côtés du Rizal Aspitart, un poste qui renforçait encore davantage son pouvoir. Negreira pesait lourd? Vraiment. Ensuite, on a attaqué le Spatial 1000 avec la présence de M. Enrique Negreira, un gros boucan au Golopac, et la Mamati qui s'est installée sur la chaise de la faune, vu le Paranacar pour Madrid afin de se caser pour la prochaine journée. Si on peut dire, bisécute. Membre du comité de désignation, Negreira proposait, influençait et nommait les arbitres pour chaque journée depuis mars 1993. Au cours des années suivantes, dans les années 90, son poste de vice-président lui donnait aussi un poids considérable dans les sanctions et les récompenses des arbitres. Un article paru dans Marca en 1994, signé par José Vicente Hernández, mettait en garde contre l'influence du vice-président et responsable de la désignation des arbitres, José María Enríquez Negreira. Pour le Barça, évidemment, pas besoin de récuser un arbitre. Il suffit par exemple qu'un jour de match quelconque, on lui glisse quelque chose à l'oreille. À Enrique Negreira, membre du comité de désignation dans la loge présidentielle du Camp Nou, où il se rend assez souvent, ou lors de n'importe quel match de son fils avec l'une des équipes juniors du Barça. Dans Mundo Deportivo, on relayait les plaintes de Ramón Mendoza adressées au président de la Fédération royale espagnole de football, Villar. Enrique Negreira prenait la défense de son patron. Ma présence au comité de désignation n'a pas eu d'influence pour avantager qui que ce soit. À cette époque, on ne savait pas encore que José Luis Núñez, le président du Barça, avait commencé à verser de l'argent au vice-président des arbitres. Le journaliste sportif Enrique Ortego se souvenait aussi de la présence de Negreira au comité de désignation et des disputes entre arbitres et fédérations. Presse qui permet de confirmer la présence de Negreira au comité de désignation. Les plaintes de certains. Le système de désignation a été remplacé par un tirage au sort informatique. Mais soumis à différentes règles, Enrique Negreira est resté au comité comme membre chargé de la formation et de la désignation jusqu'en 2005, pendant un total de 13 ans, et toujours en gardant son poste de vice-président du CT. Entre 2005 et 2018, le système de nomination a été remplacé par une commission tripartite composée d'un représentant de la Fédération royale, un représentant de la Ligue et un représentant choisi d'un commun accord entre les deux institutions. Le représentant de la Fédération royale serait Sánchez Armiño. D'après le règlement de la Fédération royale espagnole de football de 2006, l'une des missions du CTA, c'est de désigner les équipes d'arbitres par l'intermédiaire du président du comité lui-même ou de la personne à qui il délègue. Negreira était l'assistant de Sánchez Armiño quand ce dernier était arbitre. Homme de confiance et ami du président du comité des arbitres, Negreira était connu comme le bras droit de Sánchez. Armiño était toujours aux côtés du président des arbitres de l'époque, et s'il n'était pas à sa droite, il n'était jamais bien loin. Vice-président des arbitres, toujours aux côtés du patron du comité technique des arbitres.
Qui pourrait imaginer que le bras droit et homme de confiance n'ait aucune influence sur les décisions de Sanchez? Qu'on me dise, ou pire encore qu'il n'avait aucune influence là-dessus, personne n'y croit. Negreira murmurait à l'oreille du président des arbitres. Dans les médias, on répète souvent une info erronée. Negreira n'a pas été nommé vice-président du comité technique des arbitres en 1994, mais en mars 1993. C'est assez facile à vérifier en consultant les archives de mars 1993 quand il était vice-président des arbitres. On lui avait déjà confié une mission importante et pleine de responsabilités. Négocier avec les arbitres la grève que les officiels avaient prévue. Le Mundo Deportivo le présentait déjà comme le vice-président du CT. D'autres archives de Mundo Deportivo et de BC montrent que Negreira avait pris les rênes de la vice-présidence des arbitres depuis mars 1993. Comme on l'a vu précédemment, il faisait aussi partie du comité de désignation. Quelle importance, 1994 ou 1993? C'est ce que certains vont demander. La réponse? Tenerife, allez, le ballon sur le point de pénalty. Et le tir qui part à côté. Cornet pour le Real Madrid. Il réclame un penalty. Les matchs du Real Madrid. Luis Enrique Butragueño Zamorano. Après la tête de Hierro, on voit Michel entrer parfaitement, bien placé. Voilà, Hierro va pour la frappe. Bon, on dirait que c'est clair pour l'histoire du bras et qu'il l'a bien touché. On le revoit encore une fois. Eh bien là, c'est clairement une faute de main, les bras en avant comme un gardien. Il ne l'a pas vu, c'est Redondo. On va revoir ça au ralenti. Diego Zamorano. Agustin n'arrive pas. Et maintenant, eh bien, tu vas voir une fois de plus. C'est penalty. On dirait bien que c'est penalty. On ne voyait pas le bon et le mauvais côté ici à Tenerife. Le but, Tenerife fait l'action juste avant. Juste avant, Ivan Zamorano avait peu être sa troisième occasion ou celle du Real Madrid. Pourquoi Negreira, avec son comité de désignation, a-t-il décidé de nommer Celino Gracia Redondo, un arbitre peu expérimenté qui venait tout juste d'être promu en première division pour un match crucial et difficile à arbitrer? Gracia Redondo n'a pas sifflé 3 pénaltys en faveur du Real Madrid et a expulsé Zamorano de manière très sévère. Quelques semaines plus tard, Gracia Redondo a été récompensé par une nomination internationale du comité technique des arbitres. Negreira et Sánchez Armiño. Ça va passer d'un président, Núñez à Gaspard, Laporta, Rosell, Bartomeu. L'entourage du FC Barcelone, tout comme le parquet, a confirmé que les paiements à Negreira avaient commencé sous Josep Luis Núñez dans les années 90. Núñez n'a laissé aucune trace des factures, même si cette période n'est pas poursuivie en justice et que la presse a préféré ignorer ce qui s'est passé entre 1993 et 2001. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, ni que ces années-là doivent être oubliées. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une interview sur ABC. Attention à ce que dit Bartomeu, le contrat était déjà prêt depuis l'époque de Núñez. Entre 1993 et 2001, le Barça a remporté 4 championnats, 2 Coupes du Roi et 3 Supercoupes. Si pendant cette période Núñez a payé le vice-président des arbitres, ce serait pas normal que la presse consacre plus de temps à enquêter sur ces années. J'imagine que c'était pour finir, pour râler. Est-ce que l'arbitre du match a compris? En disant un truc du genre oh là là, mais... Bon, c'est évident, le penalty qui n'en est pas un clair, le penalty. De ce que je pense qu'ils viennent les vidéos de la FIFA. La Vanguardia a contacté le FC Barcelone et on lui a confirmé que c'est Núñez qui avait commencé les paiements dans les années 90. Joan Laporta et Negreira lui-même ont confirmé que les paiements avaient commencé avant les années indiquées dans les documents du fisc. Pourquoi il aurait fait le prix? Il a signé juste pour inspecter le club? Eh bien ça, c'était l'époque de la conseillère
et ça menaçait l'époque de Nunez. Tu arrives à parler pas mal. Un bon moment avec Enrique. Et Enrique Negreira. Il nous a tout avoué. Il nous a avoué qu'il touchait de l'argent du Barça. Qu'il touchait de l'argent du Barça depuis plus d'années que ce qui était écrit sur le papier de l'administration fiscale. Zamorano a essayé de se faufiler là, loin de Nadal. Moi, j'ai pas commis de faute cette fois. Andújar n'a pas indiqué que Zamorano était au sol. Il pourrait y avoir l'attaque, le joueur offensif de Barcelone et Stoïkov. Franchement, de là, c'était impossible de surprendre l'orgueil. Andújar signale un corner. Et bon, ça va nous amener à la 45e minute. Là, on revoit l'action. Le bio de Stoïko, le ballon ne sort pas du tout. Albert Perrin, ancien vice-président du Barça à l'époque d'Aporta, a aussi confirmé que les paiements remontaient à l'époque de Josep Luis Núñez. Il payait le numéro de téléphone? J'en savais rien, hein. Moi, ce que j'ai vu, c'était en 5 minutes. Directive. Mais s'il y avait eu deux messieurs, eh bien, Monsieur Gaspard. Josep Luis Núñez était probablement le cerveau de ce système sophistiqué d'influence et, surtout, le plus malin de tous. Il n'a jamais laissé la moindre trace de facture quand Enrique Negreira était encore arbitre. Il était déjà un habitué des matchs du Barça. Depuis les dernières rangées du balcon présidentiel du Camp Nou, pas très loin de Núñez. Tout ce que la fédération sait, et surtout à cette époque-là, vous le savez, qu'il suffise que Negreira pointe le bout de son nez ou qu'il passe un coup de fil à un arbitre pour une désignation, peu importe, les arbitres se tenaient aussitôt au garde à vous. On a déjà vu auparavant que Negreira était l'homme de confiance de Sánchez Arminio. En plus de son poste de vice-président des arbitres, il a occupé pendant plus de 10 ans des postes clés au comité des désignations et comme membre chargé des compétences et des désignations. Mais c'était son talent pour convaincre. Son autorité et son influence sur les promotions et rétrogradations grâce à l'indice coureur. Ce qui a vraiment montré son pouvoir dans sa voiture. La Guardia Civil a conclu que, sous la direction de Sánchez Arminio et de son bras droit, José María Enríquez Negreira, le comité technique des arbitres a eu un fonctionnement irrégulier. Leurs décisions n'auraient pas toujours bénéficié d'un soutien sportif impartial. Le juge Joaquín Aguirre est allé encore plus loin. Les paiements du Barça à Negreira ont provoqué, selon lui, une corruption systémique au sein de l'arbitrage. Autant le Real Madrid que n'importe quel autre club de première division qui croisait le Barça à cette époque pouvait se considérer lésé. Dans les années 90, des arbitres s'étaient déjà plaints des faveurs de Negreira envers l'équipe blaugrana. Et Ramón Mendoza s'est aussi plaint de l'influence de Negreira sur le football espagnol, allant même jusqu'à parler de corruption sportive. Ce que fait Negreira suscite beaucoup d'inquiétudes. Loma Casagoné, je dis à M. Gilles Gilles qu'il a tenu les critiques contre le Barça dans les bureaux. Pour l'instant. Diogla, ancien vice-président des arbitres, a déclaré au fisc que toutes les semaines ou tous les 15 jours, il passait en revue les rapports d'arbitrage et attribuait des notes aux arbitres. Écoutons maintenant les témoignages de quelques anciens arbitres et employés de la Fédération royale espagnole de football. J'ai participé à cette décision, il y avait aussi d'autres personnes comme le président. Les deux autres vice-présidents, c'était eux qui menaient la danse, connaissant bien Enrique Negreira, qui est quelqu'un avec beaucoup de caractère, qui sait bien vendre les choses. Eh bien, il s'est placé sur 10 propositions qu'on lui faisait. 7 ou 8 fois, il arrivait à les faire passer grâce à son pouvoir de persuasion. Mais c'est vrai que c'était un homme influent auprès de Sánchez Arminio. Luis Rubial a dit que Negreira n'avait aucune influence. La fédération, tout le monde qui la connaît, et surtout à cette époque, le sait bien.
Rien que voir pointer Negreira ou recevoir un coup de fil d'un arbitre pour une désignation, ou peu importe, les arbitres se tenaient droit. Pourquoi donc? Aujourd'hui, c'est différent, surtout depuis que Velasco est arrivé et qu'il a heureusement changé tout ça à l'époque. C'était une dictature impitoyable. Et celui qui n'écoutait pas Sanchez, moi celui qui ne lui cirait pas les pompes, celui qui ne cherchait pas à garder ses distances ou les formes, eh bien, il était condamné à ne pas monter en grade, à défendre toutes les sanctions qui lui passaient par la tête. Donc, rien que le fait que Negreira appelle un arbitre et lui dise « Et dimanche, le Barça ». Faites gaffe, on ne peut pas se permettre un scandale avec le Barça, c'est une équipe super importante. Voyons comment vous allez vous débrouiller. Ça a influencé l'arbitre. Et moi, franchement, c'était un homme qui savait se faire respecter, que je respectais énormément, autant lui que les autres collègues. Alors pour moi, quand tu respectes quelqu'un qui occupe un poste important, et en plus qui est un poste vraiment important, c'est quelqu'un qui va te transmettre des infos. Et c'est quelqu'un qui respecte. Moi, perso, je pense que c'était quelqu'un de important dans le comité parce que c'était le vice-président et on ne met pas n'importe qui à ce poste. Enfin, moi, j'ai une entreprise et la personne que je mets en place, responsable pour me filer un coup de main, je ne vais pas mettre n'importe qui, je vais choisir quelqu'un qui soit en phase avec ce que je veux pour mon entreprise. Donc, pour moi, les postes, faut les respecter. Et le respect que j'avais pour Vitoriano, je l'avais pour lui comme pour tous les autres collègues. Donc, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui n'ait pas de poids. Je pense qu'il avait quand même de l'importance. Enfin, c'est la sensation que j'avais, tu vois. On a payé quelqu'un qui dise qu'il ne servait à rien. Mensonge. Absolument. Parce que j'étais là. Et que j'ai pas besoin de siffler un penalty contre qui n'existe pas. Expulser 7 joueurs dans un match et parler de braquage. Mais non. Si ça, c'est pas nécessaire pour avantager une équipe, tu peux l'avantager dans une nomination. Je vais mettre cet arbitre que je pense être meilleur. On va le mettre parce qu'il faisait bien partie de ce comité de désignation. Et lui, il comptait vraiment parce qu'il était toujours aux côtés de Vitoriano. Au final, c'était Cryptoriano qui décidait comment fallait faire les choses, mais avec l'accord total de cette personne, et en plus en se laissant souvent guider par ce qui se disait en 2e B. Quand on te voyait déjà comme arbitre prêt à monter en 2e division, fais gaffe, le Catalan m'informe, il m'informe. Negreira, fallait Negreira, et même monter jusqu'en haut. C'est-à-dire ses commentaires. Il était là parce que Negreira comptait vraiment. Comment ça, il ne comptait pas? Le président actuel du comité technique des arbitres a le culot de dire que c'était des histoires du passé, comme si c'était juste du passé. Tu dois te présenter immédiatement et, en tant que président de tous les arbitres d'Espagne, dénoncer ça. Ça, c'est fait. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre ce qui se passe en ce moment. Et qui nous semble quotidien, nous paraît normal. Le moment où les listes officielles ont été établies par le comité technique. 2 heures avant, je reçois l'appel de notre vice-président du comité, Enrique Negreira. Et là, il officialise enfin, on va dire, ma promotion. Et eh bien, à ce moment-là, comme tu peux t'en douter, c'est un bonheur immense quand tu reçois ce coup de fil. Comme beaucoup d'autres collègues, ils l'ont dit dans de nombreuses déclarations publiques et devant la garde civile, qu'il en faisait partie, il y en a beaucoup, et je l'ai dit, Matalaos l'a dit aussi, et Iturralde pareil. Je veux dire que ce sont des arbitres qui sont partis ne rien faire, et qui l'ont dit, des arbitres qui étaient là depuis longtemps, et évidemment, on savait tous parfaitement quel était leur rôle, leur statut et le pouvoir qu'ils avaient. Bien sûr que oui. D'après les règlements de la Fédération royale espagnole de football, par exemple celui de la saison 2015 à 2016. Parmi les fonctions du comité technique des arbitres, dont Negreira était le vice-président, il y avait notamment ces missions: classer les arbitres, proposer des candidats pour devenir arbitres internationaux, et nommer les équipes d'arbitres par l'intermédiaire du président ou de la personne à qui il délègue. Mettre en place et appliquer l'indice correcteur, exercer des pouvoirs disciplinaires sur les aspects techniques de la prestation des arbitres. C'était l'adjoint du chef. L'assistant du patron. C'était le 111. Eh bien, il doit faire ça et ça lui faisait du mal. Il a fait ça toute sa vie et moi, ça me faisait marrer, évidemment, c'était marrant.
D'un côté, il monte par le parc et redescend par un autre, c'est dommage. Je sais qu'il y a des arbitres qui ont pleuré. Est-ce que José Maria, on t'a déjà fait une proposition indécente que tu pourrais raconter maintenant sans citer de nom? On garde le silence sur l'appréciatif? Oui, bien sûr, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois dans la vie, mais j'ai eu la chance que ça se règle tout de suite en remettant les choses à niveau. Et en plus, c'était pas crédible. Pour ma part, ça va de soi. Pas besoin de graisser la patte d'un arbitre pour pourrir la compétition. Il suffit juste d'influencer le système. Aujourd'hui, beaucoup de supporters pensent encore que pour acheter un arbitre, il faut lui glisser une enveloppe, comme on le faisait autrefois. Mais au XXIe siècle, avec des affaires comme le Calciopoli ou l'affaire Negreira, on utilise une méthode bien plus sophistiquée, presque invisible pour le grand public. Avec des nominations, des sanctions, des récompenses, des promotions ou des rétrogradations, on peut tenir les arbitres sous contrôle sans que personne ne s'en rende compte. Les arbitres qui se trompaient contre le Real Madrid étaient sanctionnés, tandis que ceux qui faisaient des erreurs en faveur du Barça non seulement restaient impunis, mais dans certains cas, ils étaient même récompensés. On a pu voir que Gracia Redondo a été récompensé par une nomination internationale quelques semaines après avoir oublié de siffler 3 pénaltys contre le Real Madrid. Voici juste quelques exemples parmi tant d'autres. L'arbitre Tristan Teoliva a sifflé un pénalty controversé de Marchena sur Raúl en toute fin de saison. Il a été viré du système. L'année suivante, il a été délégué sur le terrain de Murcie. Le message aux arbitres était clair. L'arbitre Meruto González a sifflé un pénalty, et surtout en dehors de la surface, en faveur du Barça contre l'Atlético de Madrid, alors que les Rojiblancos menaient 1-0. Il n'a pas été sanctionné par le comité technique des arbitres. Rodríguez Santiago a validé un but de Messi marqué de la main lors de l'avant-dernière journée de Ligue. Avec ce but, le Barça était quasiment champion de Ligue. Quelques jours plus tard, l'arbitre a été désigné par le comité technique des arbitres pour diriger la finale de la Coupe du Roi. Il a refusé 3 buts parfaitement valables au Real Madrid et a expulsé Van Nistelrooy de façon très sévère contre l'Athletic. Moins de 3 mois plus tard, il a été nommé arbitre international. Il a aussi été rappelé pour le derby suivant au Calderón. Pere Buru a foutu le bazar au Bernabéu. Il a sifflé 2 possibles pénaltys sur Juan Fran, qui jouait alors à Osasuna. L'arbitre a été suspendu pour plusieurs matchs. Teixeira Vitienne a mis 2 jaunes à Busquets, mais il ne l'a pas expulsé. Il a trafiqué le rapport du match et il n'a même pas été sanctionné par la commission technique des arbitres. La saison suivante, le même arbitre a laissé le Barça commencer le match avec plus de 50 minutes de retard. Même si le règlement considère ça comme un forfait avec perte des 3 points. L'arbitre a été récompensé en officiant le prochain Clasico de la Coupe du Roi. L'arbitre Parada Romero a quitté l'arbitrage sous la pression du CETA pour ne pas avoir expulsé Mourinho, alors entraîneur des Blancs. Lors du match aller, le même arbitre a expulsé 3 joueurs du Madrid dans ce même match, mais il n'y a pas eu de pression. L'arbitre Muniz Fernandez a été sévèrement critiqué en public par Sánchez Armiña, qui était alors président du CT, pour avoir accordé un pénalty controversé en faveur du Real Madrid. L'arbitre a été mis au frigo et rétrogradé à la fin de cette même saison. Il vaudrait mieux qu'il nous dise, je ne sais pas comment il va, s'il a eu un souci familial, un truc où lui, eh bien, peut être que t'es pas au bon moment, non? De Burgos Bengoechea a arbitré le Clasico de la Supercoupe en 2017. Il a inventé un penalty après une simulation de Luis Suarez et il a expulsé Cristiano après une faute d'Umtiti. Quelques mois plus tard, le comité technique des arbitres lui a accordé le statut international. Alors ce genre de truc, disons, ça donne assez d'indices aux arbitres pour savoir que si jamais on se trompe, c'est mieux de se tromper d'une certaine façon. Et c'est pire de se tromper d'une autre façon, non? Alors ça veut dire que les arbitres se trompent parce qu'ils y sont obligés. Ça leur fait comprendre trop clairement que se tromper d'une façon leur profite et que se tromper de l'autre façon leur porte préjudice. Chaque semaine, ou tous les 15 jours, José María Enríquez Negreira
affirmait ce qu'on appelle aujourd'hui l'indice correcteur, aussi surnommé indice corrupteur, un document qui, d'après l'enquête, pouvait décider de la carrière des arbitres, de leur promotion, de leur rétrogradation et des matchs qu'ils allaient arbitrer. La Guardia Civil a rassemblé plusieurs de ces documents, tous signés par Negreira. Preuve après preuve, semaine après semaine, montrant jusqu'où allait son influence dans le milieu arbitral. Le score et ce qu'on appelait l'indice correcteur étaient les armes les plus efficaces pour tenir les arbitres sous contrôle. Plus un arbitre dirigeait de matchs, plus il touchait d'argent. S'il obtenait le statut d'arbitre international, il pouvait espérer diriger encore plus de matchs. Mais une sanction voulait dire moins de désignation et une relégation en 2e division pouvait te faire perdre jusqu'à la moitié de ton salaire. Lors d'une interview en 2023 dans Marca, Iturralde González expliquait sans vraiment le vouloir la méthode. L'argent te retire ton indépendance. À mon époque, quand on n'arbitrait pas pour autant d'argent, c'était comme une fac. D'en haut, on te disait que c'était un carton jaune ou une faute, et toi tu pouvais en discuter. On débattait des idées. Mais maintenant, avec 300 € par an, ils descendent à 2. Et si là-haut on te dit que c'est un carton jaune ou que c'est une faute, même si c'est rouge, tu ne vas pas te lancer dans ce débat, parce que tu as un statut et tu veux le garder. La Guardia Civil porte à 3 millions d'euros les paiements que le Barça aurait versés à Enrique Asnera. Jusqu'à présent, on pensait que c'était 7,5 millions. C'est ce qui ressort d'un rapport auquel la Sexta a pu avoir accès. Au total, on a recensé 135 virements du FC Barcelone vers des entreprises de l'ancien patron des arbitres entre 2003 et 2018. Des paiements validés sur 10 à 7 ans, dont les factures sont entre les mains du parquet. À cela s'ajoutent d'autres sommes inconnues, versées entre les années 9, 2000 sous le mandat de Núñez à Negreira et environ 60 € à Javier Enríquez. Pendant les années où il préparait des rapports pour le Barça, il aurait payé, soi-disant, pour maintenir la neutralité, comme le disaient beaucoup dans l'entourage du club. Après les déclarations au fisc de l'ex-vice-président des arbitres, ce que le Barça voulait, c'était être sûr qu'aucune décision ne serait prise contre lui, que tout reste neutre. Y a-t-il un document, un rapport ou quelque chose du genre qui contienne les conclusions du conseil que Daniel donnait au FC Barcelone? Non. Alors, si vous vous réunissiez au maximum que 6 fois par an et qu'il n'y avait pas de rapport écrit, pourquoi lui payez-vous les montants facturés par Bardachnia, qui sont les suivants? Parce que comme ça, ils étaient rassurés qu'au comité arbitral, il n'y ait pas de décision contre le Football Club Barcelone, que tout soit neutre. Toni Freixa et Albert Perrin, anciens vice-présidents du Barça, ont eux aussi donné leur propre explication sur les paiements faramineux aux vice-présidents des arbitres. 2003. Et un dirigeant économique. Non? Terrure? Pardon, ben vous découvrez, je vous dis, ça me va bien. Soriano, Sandro Rosell, et il papote. Et Alfredo pense que ce que j'ai dit là-bas, c'est à cause de ce qu'Emilio doit payer, sinon on va encore aller. Voilà. Bon, un entretien et ça se garde. Et je vais expliquer ça à Albert. Que quand vous tomberez sur le papotage d'un duo, ils en arrivent à la conclusion que c'est moi qui continue, je sais pas, je peux pas passer pareil, un truc comme ça. Et le show était dans toutes les réunions. Donc, au Barça, j'avais ce truc que j'avançais depuis Allianz et que quand j'arrivais à sa toute première, en nombre total d'Altavant, va être supprimé. Ça va passer d'un président Núñez, Gaspard, Laporta, Rousseau, Bartomeu. Oui, YF pour que M. Negreira soit bien servi au comité technique des arbitres. Parce que sinon, Puig, même s'il s'y mettait, ce serait non. La loi interdit de verser de l'argent aux membres, aux juges ou aux vice-présidents des arbitres pour influencer leur comportement. Même si l'objectif affiché est d'assurer l'impartialité, la neutralité exigée par la règle est un devoir, pas un service pour lequel on devrait payer. La corruption dans le sport, c'est un délit à part entière. Ça veut dire que pour que ça se concrétise, pas besoin de prouver qu'on a modifié le résultat sportif. Il suffit d'une simple offre, promesse ou attribution d'un avantage injustifié, dans le but d'influencer le.
d'anciens présidents et anciens dirigeants du Barça vous ont avoué qu'ils avaient payé Enrique Negreira pour se défendre parce qu'ils pensaient que les arbitres avaient tendance à favoriser le Real Madrid. Mais bon, forcément, ça soulève des questions auxquelles je ne sais pas si on vous a répondu. L'une d'elles, c'est s'ils pensaient qu'il y avait quelque chose de louche derrière l'arbitrage en faveur du Real Madrid, pourquoi n'ont-ils pas dénoncé ? Et l'autre, c'est qu'ils voulaient obtenir quoi en payant les arbitres contre le traitement réservé au Real Madrid, mais sous quelle forme exactement ? Que ça profite au Barça. C'est ça que l'enquête doit boucler maintenant, autrement dit jusqu'à présent. L'enquête a confirmé la première partie, à savoir que le Barça a payé le vice-président de l'instance qui te juge chaque semaine. C'est déjà pris en compte dans le propre rapport du parquet de Barcelone. Il le considère déjà comme un délit dans l'affaire de fraude sportive qui a été intégrée au code pénal en 2010. Pas besoin que tu obtiennes les faits, on va dire, avec payer pour ça. Considère que c'est une attitude criminelle. C'est-à-dire que le Barça, pour ainsi dire, a croqué la pomme d'Ève et a commis le péché originel. Je comprends que pour cette raison, il faudrait d'une manière ou d'une autre sanctionner. Aucune somme ne correspond à un travail que j'ai fait, que ce soit pour objectif ou comme client final le Football Club Barcelone. Javi Enriquez affirme que les 8 millions que son père a touchés du Barça n'étaient pas pour les rapports et il assure que pour ceux-ci, il touchait bien moins par an, environ 70 000 euros. C'était l'ancien dirigeant Josep Contreras, son interlocuteur avec le club, qui faisait passer ses rapports toujours en personne et quasiment en cachette. Monsieur Contreras, c'est à lui que je remettais les rapports imprimés. Et c'était une exigence dans la façon de fonctionner. Il le voulait imprimer sur papier, en main. Il lui remettait ça parfois dans un café pas loin de chez lui. Javier Enrique, fils de Negreira, a collaboré avec le comité technique des arbitres comme coach mental. Il a donné des formations à plusieurs anciens arbitres, dont certains encore en activité. Pendant quelques années, ça tombait à la période où il bossait comme collaborateur externe du FC Barcelone. Il touchait un bonus de 10 000 euros pour accompagner les arbitres. Quelques notes en vidéo pour que l'arbitre ne soit pas défavorable au bar. Il laisse perplexe. Entre 1994 et février 2023, Javier Enriquez allait chercher les arbitres à l'aéroport de Barcelone. Il les emmenait au bar de son père, puis à l'hôtel, mais il ne s'arrêtait pas là dans son accompagnement. Là aussi, ils accompagnaient l'équipe arbitrale jusqu'au vestiaire du Camp Nou. Flores Muñoz, ancien arbitre et assistant de Juan Andújar Oliver, raconte une rencontre avec Javier Enriquez dans le journal de Cordoue. Bien sûr que je m'en souviens, affirme-t-il quand on lui demande à propos de ses accompagnements du fils de Negreira. Je l'ai vécu en personne, lors d'un match. Barcelone Atlético de Madrid, en mars de la saison 1993 à 94. C'est le fils qui est venu nous chercher à l'aéroport et il nous a emmenés à l'hôtel. Ensuite, il nous a emmenés manger dans un bar et là, il y avait Negreira. Je me souviens qu'on a pris une photo. Il insistait pour qu'on prenne une photo, histoire de la garder et de se souvenir du moment. Maintenant, il relie ça à tout ce qui se passe. Parce que, probablement, il voulait avoir une preuve écrite pour montrer qu'il avait parlé avec nous. El Mundo a publié le témoignage d'un arbitre, accompagné à l'époque par le fils de Negreira, qui a préféré rester anonyme. Ça s'est passé il y a des années. Il restait un peu plus de 3 heures avant que le FC Barcelone ne joue le titre au Camp Nou. En face, une équipe du nord de l'Espagne. Si le Barça gagnait, la Liga était presque dans la poche. Et s'il perdait, la compétition se resserrait. C'est moi, Javier? Comment tu vas? T'es nerveux? Non, t'inquiète pas. T'es un crack? Je passe vous prendre à votre hôtel et je vous emmène au stade. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Tu le joues. Un peu plus tard, Javier Enriquez, le fils de José María Enriquez Negreira, s'est pointé dans le hall de l'hôtel. Enrique a fait monter les 4 arbitres dans une voiture. Et il les a emmenés jusqu'au Camp Nou. Vous savez, restez tranquille ici, le Barça joue gros et il faut pas que vos mains tremblent. Vous êtes largement à la hauteur, vous savez parfaitement ce que vous avez à faire.
José María Enríquez Negreira a été vice-président des arbitres entre 1993 et 2018. Bras droit de Sánchez Armiño, membre du comité des désignations dans les années 90 et chargé de la formation et des désignations au début des années 2000. Tous les 15 jours, il passait en revue les rapports et notait les arbitres depuis l'époque du lundi jusqu'en 2018. Le Barça a versé des millions au numéro 2 de l'arbitrage espagnol pendant 25 ans. Tout ce qu'on a vu dans le foot espagnol était biaisé. Ils ont joué avec les rêves de millions de supporters. C'est probablement le plus gros scandale de l'histoire du football européen. Mais les institutions et une partie des médias semblent préférer détourner le regard, laissant la vérité se dissoudre et le foot rester englué dans le mensonge.